commencer, on pourrait se lancer direct dans le vif du sujet par une première présentation. Alors, je vous propose qu'on accueille tous ensemble Emmanuel Parent et Véronique Bolduc qui vont nous présenter. Est-ce que les jeunes publient vraiment leur vie en ligne? Pour les présenter, Emmanuel Parent est docteur en communication et cofondatrice et directrice générale du Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne, le Ciel. À travers des ateliers, conférences et essais, elle s'engage à susciter une réflexion critique sur les enjeux numériques dans différents milieux, en mettant la recherche et la parole des jeunes de l'avant. Véronique Bolduc est diplômée en 2021 d'une maîtrise en communication politique portant sur l'encadrement du contenu préjudiciable en ligne au Canada. En qualité de chargée de programme de prévention au Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne, le Ciel, Véronique se dédie au bien-être numérique des jeunes en développant des ateliers pour les écoles. Alors, je leur laisse la parole. Bon, mais bonsoir tout le monde. C'était un petit peu gênant d'écouter nos propres biographies, mais bonjour. Donc, oui, alors aujourd'hui, on est ici là, pour répondre à la fameuse question, est-ce que les jeunes publient vraiment leur vie en ligne? Donc, moi, c'est Véronique Bolduc. Comme ça a été dit, je suis chargée du programme de prévention au Ciel et je suis accompagnée aujourd'hui de... Emmanuel. À deux, il y a beaucoup d'interactions comme ça. Là, on complète nos phrases. OK, donc oui, moi, je suis Emmanuel Parent, donc directrice du Ciel. C'est quoi le Ciel? Bien, en fait, nous, on a pour mission de parler des enjeux qui touchent notre bien-être en lien avec l'environnement numérique. Puis on le fait principalement grâce à un atelier de prévention qui est soutenu par le ministère de la Santé, qui part du primaire jusqu'au secondaire, où on a des ateliers où on va soulever un esprit critique avec les jeunes quant à notre utilisation du numérique. Et puis, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui est issu des conclusions de ma thèse qui a été déposée il y a environ 1 an, qui portait sur l'utilisation des réseaux sociaux des ados de 14 à 17 ans, où je parlais avec eux notamment de l'action de publier et aussi de nos ateliers. Là, on aurait aimé avoir topé le 1000 ateliers puis le 20 000 ados, mais on dirait qu'on n'était pas dû là, pour célébrer ça. Donc, on a donné 986 ateliers auprès des ados. Puis pourquoi on le nomme là, auprès de 20 000 ados, c'est parce que nos ateliers sont très participatifs, puis on reste vraiment collés sur leur expérience. J'allais dire on peut changer, mais c'est moi qui m'en occupe. OK, donc quand on parle de publier, donc quelque chose tout de suite, là, quand on parle du Ciel, que certains adultes vont nous dire, c'est « Oh mon Dieu, mais les danses TikTok, c'est tellement malaisant, c'est tellement cringe, le genre de... » comme ça. Puis il dit, j'ai vu des jeunes dans un parc, dans la ruelle. Dans notre temps, on jouait, alors que maintenant, les jeunes se filment. Puis même chose pour les selfies, etc. Mais déjà ici, je vais voir un peu c'est quoi l'âge dans la salle pour dire que nous aussi, nous avons été ados. Donc, qui ici a eu un MySpace? À main levée. OK, certains. Qui ici a eu un Skyblog, Skyrock, Pixo? Les mêmes personnes. Y en a-tu qui se souviennent de leur pseudo? C'était quoi le nom? C'était quoi? Alexis T023. Ton ID Instagram, bon, parfait, allez le suivre, tout le monde. Sorry. Tu me paieras 20$ pour t'avoir fait la promo, merci. Donc, il y en a-tu d'autres qui étaient sur MSN? Oui, MIRC peut-être aussi. Donc, moi puis Véro, notre adolescence, on l'a vécu sur Facebook. Donc, Véronique, ici, on peut la voir avec un beau paysage, une publication qu'elle avait faite, puis moi avec un shooting malaisant avec mes meilleurs amis. Donc, oui, on vit l'adolescence, c'est juste qu'avec le numérique, elle est bien visible. Puis, en effet, les pratiques ne sont pas si différentes, mais ont quand même changé avec le temps. Puis, c'est normal, là, les pratiques, les habitudes numériques vont changer. Plus les années avancent, plus les technologies changent. Puis, comme à chaque nouvelle technologie, on semble observer dans la société un certain cycle de panique morale qui va venir s'installer, une certaine méfiance avant de pouvoir adopter ces technologies-là dans nos quotidiens. On l'a vu avec, par exemple, la télévision, quand tout le monde pensait qu'on ne sortirait plus de chez nous parce qu'on avait des écrans à la maison. Mais avec le numérique, c'est un petit peu la même chose. Puis, entre autres, les habitudes de publication des jeunes, ça ne fait pas exception. On va souvent entendre les générations plus vieilles venir critiquer les jeunes, venir les juger sur leur manière là, de publier, de ce qu'ils décident de montrer en ligne. Comme on peut voir ici avec les articles de journaux, là, ils ne s'en gênent pas là, de vouloir faire un peu de sensationnalisme avec ça.
Puis, ici, on n'est pas en train de dire que cette méfiance, en quelque sorte, est négative en soi ou quoi que ce soit, parce que, ben, comme on l'a pu voir, d'avoir cette méfiance, ça a permis d'avoir des cadres réglementaires qui sont mis en place, comme par exemple d'interdire la publicité d'avoir ciblé aux enfants de moins de 13 ans, ou même, si on passe au film, tous les classements par rapport aux âges, puis tout ça. C'est juste qu'il faut trouver, en quelque sorte, cet équilibre entre la méfiance et la bienveillance. Puis, dans le fond, pourquoi je dis ça? C'est parce que cette méfiance, ces critiques peuvent avoir un impact vraiment réel. Donc, ce biais générationnel qu'on a par rapport aux environnements en ligne a des impacts sur les jeunes. Donc, par exemple, ça peut être la perte de confiance à l'égard des adultes. Donc, à force de se faire critiquer, à force de se faire juger, il y a certains ados qui sentent plus qu'ils peuvent venir discuter avec des jeunes, puis avec des adultes. Puis ça peut amener à des pratiques, dans le fond, moins sécuritaires en ligne. Donc, de ne pas parler d'une situation problématique qu'il y a eu, ou même juste dans le but de défier un peu l'autorité, de vouloir faire le contraire de ce que les adultes leur disent de faire. Puis ça rend aussi le message de prévention plus difficile à intégrer. Ben, si tu es un adulte puis tu vas parler à un jeune puis qu'il n'a pas confiance, il ne t'écoutera pas vraiment. Et enfin, ben, à force de se faire juger, à force d'entendre ces critiques-là, on remarque quand même qu'il y a plusieurs jeunes qui ont quand même perdu un peu, en quelque sorte, sont très pessimistes envers leur génération. Alors, maintenant, publier, on rentre dans le vif du sujet. Où, quand, comment, ça, c'est issu justement de ma recherche. Le quoi, en fait, publier, bien, on réalise que quand on demande aux jeunes, ils ne publient pas beaucoup. Donc, dans la fréquence, il y a un grand nombre de jeunes qui ne publient pas du tout sur leur profil. Puis, parmi les ados à qui j'ai parlé qui disent publier souvent, on parle de 3 à 4 publications Instagram par année. Donc, c'est déjà pas beaucoup. Puis ensuite, on peut parler des stories qui peuvent être un peu plus fréquentes parce que pour les personnes qui ne seraient pas familières, les stories restent 24 heures sur notre profil plutôt que la publication qui va rester là, ad vitam aeternam, jusqu'à publication. Donc ça, c'est une citation en haut d'une fille à qui j'ai parlé qui disait « Une story, c'est une affaire niaiseuse et un post, c'est vraiment une affaire de toi. » Donc, dans les différents types de publications, différents types de réseaux sociaux va attirer une présentation de soi qui est différente. Ensuite, comment est-ce qu'on publie? Bien, en étant authentique. Donc, on va y aller de conseils là, envers toute la génération. Quand je parle aux jeunes, puis je leur dis comment publier, ils disent, bien, faut que tu y ailles avec qu'est-ce qui te tente, ce que tu trouves bien. Puis si les autres aiment pas ça, c'est pas tant grave que ça, ils ont juste à se désabonner de toi. Donc là, on est dans une affirmation de soi, dans une confiance en soi, de dire, il faut être authentique. Si t'es fake, si t'as des fake friends, non, ça passe pas. Et la dernière chose, c'est pourquoi est-ce qu'ils publient? Bien là, c'est parce que tout le monde le fait. C'est un peu comme se vendre soi-même. Donc, OK, on est authentique, mais on se vend. Donc là, déjà, on commence à sentir une petite tension. Puis les jeunes disent, je veux montrer que je suis moi-même, que je suis une personne différente comme tout le monde. Ça m'a fait pleurer. Ben, pas en live dans l'entrevue avec le jeune, mais je trouve ça touchant parce que c'est de montrer, je veux célébrer mon unicité, puis en même temps, je sens cette pression d'appartenance. Puis, à écouter les jeunes, je ne sais pas pour vous, mais moi, je vois une certaine contradiction qui semble un peu se dessiner. Donc, être authentique versus être comme tout le monde. C'est un peu comme vouloir dire, ben, je vais être vrai en même temps d'être parfait. Personnellement, je ne sais pas comment faire ça. Mais en réalité, quand on creuse un petit peu plus, c'est plutôt cette question, dans le fond, d'une authenticité qui est, en quelque sorte, pas créée, mais qui est construite, qui est réfléchie, qui est consciente. Puis la raison, c'est pourquoi? C'est parce que publier, c'est d'abord et avant tout vraiment un acte social. Donc, c'est vraiment une action sociale où est-ce que tout le monde va venir nous voir comment qu'on agit puis qu'est-ce qu'on fait. Puis, d'abord, quand on dit que c'est la création d'une identité, c'est la création d'une identité qui va venir répondre aux normes sociales, va venir répondre aux différents codes sociaux que les jeunes ont entre eux pour avoir un peu ce qu'on appellerait la désirabilité sociale en quelque sorte. Donc, mais dans le fond, c'est pas, c'est pas anormal ou c'est pas propre au numérique de vouloir faire ça. Juste aujourd'hui, de la manière que j'ai décidé de m'habiller, de la manière que je m'adresse à vous, c'est moi ici qui viens en quelque sorte choisir qu'est-ce que je montre, de choisir un peu de ce qu'on appellerait de gérer l'impression que vous allez avoir de moi. Puis c'est vraiment ce que les jeunes font en ligne. C'est la gestion de l'impression qui est un concept de Goffman vraiment connu et appliqué dans la vie de tous les jours. Donc, c'est cette idée de venir vraiment choisir c'est quoi les informations qu'on va mettre de l'avant, qu'on va montrer à autrui pour venir avoir un certain contrôle sur l'image puis sur la manière dont les gens nous perçoivent. Mais ça veut pas dire pour autant que les jeunes sont fake ou que les jeunes, que c'est pas vrai ce que le monde montre, qu'ils sont pas authentiques. C'est juste une manière un petit peu de pouvoir montrer qui on est de manière à ce que ça va être le mieux reçu par les gens qui sont devant nous.
Mais ça reste qu'il y a un des dangers à faire trop de gestion d'impression, c'est un peu de s'oublier nous-mêmes, de toujours vouloir se conformer, de toujours vouloir faire ce que les autres ont envie de voir, de vouloir trop se coller aux normes, exemple en ligne, aux tendances en ligne, puis d'oublier c'est qui on est de manière authentique, d'oublier c'est quoi nos passions, ou de pas explorer d'autres parties de notre identité qu'on pourrait vraiment adorer, puis qu'on pourrait trouver d'autres personnes aussi qui aiment ces choses-là. Puis quand tout le monde montre le meilleur côté d'eux-mêmes, puis que tout le monde gère son impression, même si on reste authentique, ben ça peut mettre un biais de positivité en ligne. Donc ça commence à être très documenté, le fait que c'est comme si tout allait toujours bien. Hein? Puis oui, on le voit, comme Véro le décrit, avec les pères. On voit que nos pères, ils vont partager des événements heureux. Mais on le voit aussi dans tout ce qui... OK, il y avait un son. Là. OK. Mais on le voit aussi dans tout ce qui va être fondamental pour la plateforme, ce qui est toutes les transactions économiques qui se font dans son cadre. Donc, pour les publicités, donc j'ai mis 2 compagnies québécoises. Donc, un, c'est Oaka Swimwear, qui a été créé d'ailleurs par une influenceuse, où quand tu scrolles sur TikTok, Instagram, peu importe, ben tu vas voir aussi beaucoup de publicités. Puis dans les publicités, on veut vendre, donc nous sommes heureux. Alors là, encore une fois, c'est positif. Et ça a le même format que le post de tes amis. Aussi, même les influenceurs qu'on suit, les créateurs de contenu, eux aussi, pour gagner leur vie, ils vont se faire payer pour faire de la publicité. Ils deviennent en quelque sorte un panneau publicitaire. Donc ici, c'est Claudie Mercier qui faisait une publication pour Chef Cook It. Mais elle va pas dire « c'était bien dégueulasse, ce plat ». Elle va dire « Wow, achetez avec le code promo Claudie25 ». Je pense qu'il est encore en vigueur, là, si jamais. Elle aussi, elle me doit 20$ aussi, donc, d'ailleurs. Mais par exemple, ce biais positif, malheureusement, on remarque qu'il peut avoir des impacts parce que lorsqu'on parle du processus de comparaison sociale, qui n'est pas fondamentalement mauvais, ben si on a toujours... surtout quand on cherche une identité puis qu'on est ado, si on se compare tout le temps négativement, ben il y a des études qui font un lien entre des symptômes dépressifs, de fatigue, de dévaluation, de manque de motivation, puis de grands utilisateurs de réseaux sociaux. Ben, une variable qui va médier, en fait, les symptômes dépressifs puis une grande utilisation des réseaux, ça va être justement une faible image corporelle, une faible estime de soi, les chercheurs vont faire l'hypothèse qu'il y a aussi un lien avec tous les biais positifs. Puis, je vais passer rapidement, mais tu sais, même pour tout ce qui est non pathologique, ben, une étude de Léger mesurait chez les ados que 52% des jeunes trouvent leur vie moins excitante que celle des autres. Donc, on se demande si les réseaux sociaux n'ont pas un lien à jouer là-dedans. Puis, avec le temps qui avance, en mode vraiment rapidement, on va revenir à notre question initiale de est-ce que les jeunes publient vraiment toute leur vie en ligne? Eh bien, quand on demande aux jeunes, c'est quoi vous faites? C'est quoi votre activité numéro 1 sur les réseaux sociaux? Eh bien, c'est de dire qu'ils communiquent. Ils utilisent les réseaux sociaux pour rester en contact avec leurs amis. Mais pourtant, les plateformes, ils n'ouvrent pas avec notre messagerie directement ouverte. Non, si on ouvre, exemple, Instagram ou TikTok, ça va ouvrir sur une publication directement. Donc ça, principalement, c'est pour leur système économique, c'est à leur bénéfice d'amener les gens à publier et dans le fond, c'est comme ça qu'ils vont pouvoir faire des profits. C'est vraiment d'inciter les gens à mettre des publications en ligne. Puis, comme je dis en rapido, puis dans le fond, le design aussi est fait pour qu'on ait l'impression que tout le monde publie. Donc, je ne sais pas pour vous, là, on va se relancer dans notre temps des mécènes. On pouvait voir nos amis qui étaient hors ligne. Donc, on voyait les gens en ligne, mais on voyait aussi les gens hors ligne. Donc, on n'avait pas l'impression que tout le monde était toujours connecté. Tandis que c'est vraiment plus le cas maintenant. On voit tout le monde, juste les gens en ligne maintenant quand on regarde ces réseaux sociaux. Puis aussi, quand ils ont réalisé que les jeunes publiaient moins de publications, ils ont embarqué les stories. Puis quand les stories, c'est un peu moins populaire, ils se sont mis à mettre les amis proches. Donc, les plateformes vont toujours se changer pour constamment inciter les gens à être de plus en plus visibles en ligne. Donc, avec les jeunes, comme avec vous, en fait, on veut justement déboulonner le biais de toujours positif et le biais de, les plateformes sont pas neutres, elles veulent qu'on publie, elles veulent qu'on interagisse avec le contenu, qu'on fasse des données. Donc ça peut avoir un impact sur notre perception de nous-mêmes puis sur la perception qu'on a du monde autour de nous, donc avec les jeunes. Donc, on a mis 3 petits messages clés ici. Les jeunes ne publient pas tous leur vie en ligne, ce n'est qu'une impression. Eux, ils veulent rester authentiques tout en s'imaginant le regard des autres. Puis les plateformes donnent l'illusion que tout le monde publie pour nous inciter à le faire. Fait que merci tout le monde. Merci! Nous ferons une petite période de questions de 5 minutes. Ah oui! Si les personnes ont des questions. On peut donner un micro. Le micro, c'était 8 secondes. On peut. Oui, on peut juste poser les questions puis je les répète. Sinon, je vous le lance et vous l'attrapez. Hein? Le fil est pas assez long. Ouais, on va éviter alors. Oui!
Oui, merci. Je me demandais s'il y avait des études comparatives entre des jeunes qui utilisent des réseaux sociaux et des jeunes qui n'utilisent pas des réseaux sociaux, ou est-ce qu'il nous manque ce groupe-là, en fait, de jeunes qui n'utilisent pas? Ou est-ce que ce serait peut-être une autre raison pourquoi il n'y en aurait pas? S'il y en a, je ne les connais pas. Fait que pas à ma connaissance, Véro. Je ne pense pas. Des études comparatives, non, mais c'est une des difficultés, en fait, dans toutes les études qui essaient de mesurer les impacts des réseaux sociaux, c'est que tout le monde les utilise, puis je dirais même que les personnes qui ne les utilisent pas, c'est quasiment une forme d'utilisation parce qu'ils vivent une pression quand même, par exemple, la culture TikTok, tu as des jeunes qui n'ont pas le droit, mettons, à cause de leurs parents, d'avoir TikTok, mais ils vont regarder sur YouTube des compilations des TikTok les plus populaires, ou quand ils arrivent à l'école, les autres vont faire des jokes avec des challenges TikTok, fait qu'ils vont quand même comprendre la référence, ou ils vont regarder par-dessus l'écran de l'autre, fait que tu le vois, le biais positif quand même, ça prend pas grand temps avant d'assimiler que tout le monde est beau là-dessus. Est-ce qu'on a une autre personne qui veut se lancer? Super. On a une question en avant? Oui, en arrière. Au pire, tu l'as dit, moi je te rends... On a parlé beaucoup de TikTok et Instagram pendant la présentation. Quel réseau était considéré ou pas dans la recherche? Dans ma thèse... Je vais répéter pour qu'elle Oui, soit pardon. Alors, on a entendu beaucoup parler de Facebook et Instagram. Est-ce qu'il y avait d'autres réseaux qui étaient inclus dans la recherche? Voilà. J'aime cette question. On a décidé de prendre ces deux-là parce que c'est les plateformes où les jeunes publient le plus actuellement. Snapchat, ça fonctionne pas tout à fait de la même manière. C'est surtout utilisé pour les communications interpersonnelles. Pour ma thèse, en fait, dans nos ateliers, on parle du numérique plus largement, donc la place des téléphones, des jeux vidéo dans notre vie. Et personnellement, moi, je parlais des réseaux sociaux selon la compréhension des jeunes. Fait que il y en a certains qui me parlaient de YouTube, il y en a d'autres qui me parlaient de Discord, il y en a qui me parlaient de... personne ne m'a parlé de Facebook, là, bien sincèrement, là. Mais de Instagram, etc. En fait, moi, comment je le prenais, c'était... je les mettais tout dans le même bassin parce qu'ils fonctionnent tous selon le modèle d'affaires basé sur les publicités, sur la compilation de données qui va avoir un impact sur leur design. Puis sont tous dans le même écosystème de plateforme où quand TikTok décide de faire des vidéos rapides de 30 secondes, YouTube sort les shorts, Instagram sort les Reels. C'est « Oh non, tu vas pas prendre l'attention de mes consommateurs, utilisateurs, parce que je veux moi aussi la conserver. » t'sais. Donc, c'était tout. Bien, ça, si j'allais pouvoir ajouter, au-delà de la thèse, au niveau de la recherche, c'est plus notre expérience terrain avec les jeunes à travers nos ateliers. Puisque c'est des comme, groupes de discussion qu'on fait avec eux, puis c'est vraiment libre, ils nous amènent un petit peu partout dans les conversations. Donc, on s'est pas arrêté sur deux réseaux, c'est juste que c'est ceux qui sortent le plus à travers les conversations. Puis, ça, comme elle a dit aussi, c'est qu'il y en a d'autres qui fonctionnent un petit peu différemment. Donc, les impacts vont être différents après lorsqu'on parle de la publication. Merci. Oui, on a une dernière question. Oui, merci beaucoup. Je me demandais, je fais un lien avec avec Ciel. Est-ce que, comment, l'intelligence émotionnelle peut être un facteur de protection envers toutes ces choses que vous avez nommées? Merci. Oui, OK, parfait. L'intelligence émotionnelle ou le bien-être numérique, quand on l'approche avec les jeunes, on n'est pas dans les subtilités du concept, mais comment on l'approche, c'est une technique en fait de regard vers soi, puis de conscience sociale également. Donc, c'est comment est-ce que je me sens lorsque je regarde du contenu, quand je suis dans la posture des personnes qui regardent les publications des autres, puis comment je me sens quand moi, je fais le processus de publier. Donc, c'est plus de voir, mettons, quand je publie, est-ce que je suis capable de repérer en moi des signes qui font que je vais moins bien, tu sais, genre mes oreilles sont chaudes, je commence à avoir chaud, je commence à être fatiguée, j'ai mal aux yeux, des choses comme ça, je commence à me sentir moins bien, oppressée, peut-être que je me compare, etc. Puis aussi de penser à comment les autres peuvent se sentir devant qu'est-ce que je vais publier, de rester dans le respect, etc. Donc, je dirais que c'est ce que ça nous permet de faire. Ouais. C'est assez complet. Parfait. Alors, je pense qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement. Merci à notre duo. Je vais reprendre le pointeur.